Bonjour à vous, chères créatures. Dans un premier temps, je voudrais préciser que la vidéo qui va suivre est adaptée d'une des nouvelles de mon recueil Creepy World, recueil disponible à la vente dans la plupart des plateformes, Amazon, Fnac et autres. Cette adaptation a pour but de promouvoir le recueil sorti au début de l'année 2024, où figurent 9 autres récits inédits, aussi bien sur la chaîne que sur le blog. Si vous désirez vous le procurer, vous trouverez les liens en description de la vidéo. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, vous allez suivre la mésaventure des habitants d'une petite ville en proie à des fantômes d'un nouveau genre. Vindicatifs, ils sont le résultat des malversations d'une société de pompes funèbres qui va réveiller une entité malveillante issue d'une légende locale et déclencher des événements terrorisant la cité. Des événements qui se situent en plein cœur des territoires de l'autre monde. The Ghostmaker, la cité des fantômes. Au départ, notre petite ville était semblable à des milliers d'autres qui forment le paysage du territoire américain. Proche de la mer, Pitfalls Town se situe à quelques kilomètres de Santa Barbara, avec qui nous avions des liens très forts, puisque ce sont des promoteurs issus de cette dernière qui ont érigé notre ville. Un projet balnéaire à l'origine, qui devait servir à implanter des structures supplémentaires pour faire face à l'afflux touristique de la grande ville californienne. On voit encore des vestiges de ce qui aurait dû être ce projet ambitieux, mais coûteux à plusieurs endroits. Des fondations d'hôtels de luxe, des centres inachevés qui devaient accueillir des écoles de plongée et autres commerces destinés à attirer les touristes. Ceux qui n'avaient pu séjourner à Santa Barbara, faute de place libre dans les complexes hôteliers. Une sorte de destination bis, un rêve fou du maire de l'époque de la ville-mère de notre cité. Puis, du fait de conjonctures financières mal gérées et d'une sombre histoire de corruption au sein du conseil municipal, ayant obligé à restructurer tout le personnel de la mairie, le beau projet qu'était Pitfalls Town a pris l'eau de toutes parts. Ce qui fit abandonner, les uns après les autres, les bâtiments à but commerciaux. À cette époque, il y avait tout de même plusieurs maisons, une mairie et quelques commerces classiques qui avaient déjà été bâtis, accueillant le personnel pour la construction de ce qui aurait dû être une mini Santa Barbara et qui subsiste toujours aujourd'hui. Des habitations qui ont vu naître au fil des années dans leur entourage d'autres structures, maisons, écoles, commissariats, églises. Un désir de la nouvelle municipalité de Santa Barbara qui ne voulait pas, malgré l'abandon du projet de station balnéaire jumelle de leur ville, que Pitfalls Town devienne une ville fantôme. En y repensant, ce dernier terme est assez anecdotique quand je repense à ce qui est devenu aujourd'hui notre ville. Il tient son nom des nombreux écueils rocheux au large du petit port. Car si nous avons acquis une renommée aujourd'hui dans toute la Californie, et même dans d'autres États, c'est justement à cause des fantômes qui parsèment les alentours. Cela a attiré une multitude de passionnés de paranormal et autres curieux, voulant voir les fameux fantômes de Pitfalls Town. Certains journaux locaux ont même donné un autre nom à notre cité, Ghost Town, à cause des événements qui ont fait de notre ville une direction de prédilection à tous ceux voulant voir la preuve que l'au-delà est une réalité. La faute à une légende locale dont nous avons appris l'existence peu après l'implantation d'une société de pompes funèbres un peu spéciale, utilisant une technique de crémation nouvelle. Les actes motivés par l'appât du gain des dirigeants de la Fabrique aux fantômes, le nom qui lui fut donné une fois que la vérité sur ce qui avait été fait fut étalée au grand public, cela eut pour conséquence de réveiller cette figure mythique qu'est le Ghostmaker. Une sorte d'entité usant de ses pouvoirs pour faire revenir les défunts, dont les restes avaient été dispersés au cœur des cultures entourant la ville et base de tout ce qui a causé la terreur au sein des foyers des rues de Pitfalls Town. Si les employés de la Fabrique aux fantômes n'avaient pas détourné à leur profit la technique de crémation dont ils étaient les défenseurs, jamais le Ghostmaker n'aurait pu sortir de son sommeil ancestral et provoquer les nombreuses morts ayant endeuillé notre ville à grande échelle. Oui, tout est de la faute de Spring Werner et son avidité, ainsi que les employés qu'il a convaincus de suivre son idée. Sans rien dire à personne sur ce qu'il était advenu des corps confiés à leurs soins par des familles ayant dû subir la perte d'un être cher. Et bien qu'aujourd'hui, Werner séjourne en prison pour ses actes, le mal est fait. À cause de ce qu'il a commis, le Ghostmaker a pu créer une petite armée d'Amérandes sous ses ordres, n'ayant aucune chance de voir le lieu qui aurait dû être leur destin, que ce soit le paradis ou autre chose. Ces esprits tourmentés sont devenus de véritables armes entre les mains du Ghostmaker qui s'est amusé à faire naître la terreur dans les maisons. En voyant les fantômes de pères, de mères, de frères, de tantes ou autres proches dans leurs anciens lieux de vie, afin d'y semer désordre, horreur et mort à tout moment. Il n'y a rien eu de plus frustrant que d'avoir dû supporter tous ces imbéciles venus voir les fantômes en live, sans comprendre que ces êtres, qui étaient autrefois des personnes aimées de leur vivant, causaient des drames à répétition. Parfois sous l'œil des caméras, sans que ceux et celles qui filmaient ces pertes tragiques n'aient tenté quoi que ce soit pour empêcher d'agir les morts, n'ayant pas le moindre état d'âme ou remords. Seul comptait pour eux le spectacle, les vues générées par leurs vidéos sur YouTube ou leur site, multipartagées à travers tout le net. Oui, notre petite ville engrangeait des milliers de dollars grâce aux nombreux touristes et spécialistes du surnaturel. Ce qui faisait la joie d'un maire peu scrupuleux sur le fait qu'il s'agissait de fantômes s'accumulant à cause des morts et permettant à la ville de vivre et de jouir d'une renommée indécente.
Et bien que ces voyeurs malsains remplissaient eux aussi la liste des morts causées par les fantômes, cela n'empêchait pas de voir leur nombre affluer toujours plus de jour en jour. Je dirais même que chaque mort perpétuait le capital succès de Pitfall Town. Tous ces témoins indésirables savaient le risque encouru en venant ici, car ils pouvaient devenir la cible des fantômes. Mais la perspective de gonfler like et partage de leurs vidéos leur faisait perdre toute notion de sécurité, ne voyant que la gloire éphémère que leur apporteraient ces images. Une gloire qui, à leurs yeux, valait bien de prendre le risque d'y passer à leur tour, selon le bon vouloir de Ghostmaker et ses fantômes. Mais je me dois de vous relater comment toute cette folie a commencé. Comment l'implantation de ce qui n'avait l'apparence que d'une simple entreprise de pompes funèbres a déclenché le chaos au sein de notre ville, devenue la proie d'âmes désormais malveillantes, car contrôlée par ce qui n'était qu'un mythe pour beaucoup, le Ghostmaker. Pour bien comprendre la raison de la venue de cette entreprise, alors que nous avions déjà ce type d'activité situé au cœur de notre cité, il faut d'abord que je vous parle d'une petite révolution étant arrivée en 2017 et qui concerne la crémation des corps, suivant une demande des familles. Cette année-là, la Californie est devenue le 15e État américain, adoptant une loi autorisant le système de liquéfaction des corps humains, désigné aussi sous le nom de crémation sans flamme ou aquamation. Une loi qui est entrée en vigueur dès le 1er juillet 2020. Le principe est le suivant. Au choix d'enterrer le corps dans un cimetière ou de le faire incinérer, s'ajoute celui de demander à liquéfier le corps d'un défunt par hydrolyse alcaline, un processus chimique. À noter que ce processus n'est pas nouveau. Il a été breveté dès 1888 aux États-Unis pour le traitement des os et déchets animaux, et fut modernisé un siècle plus tard par 2 professeurs. Le corps est dissous dans une machine spéciale contenant un bain chimique, constitué d'eau et d'une solution alcaline ou un sel dérivé d'un métal alcalino-terreux. En général de l'hydroxyde de sodium, de l'hydroxyde de potassium, voire un mélange des deux. Le tout est chauffé pendant plusieurs heures à 180 degrés pour une pression d'environ 10 bars. Cette solution dissout protéines, sang, graisse et muscles qui se trouvent dans les os et les tissus cellulaires, ce qui représente 35% du corps. Les 65 restants de ce dernier, c'est déjà de l'eau. À la fin de la cuisson, le bain chimique se transforme en liquide de couleur café dans lequel subsistent les os en poudre et d'éventuels implants métalliques comme les obturations dentaires en or ou en argent. Ces restes sont ensuite retirés de la machine et concassés dans d'autres appareils prévus à cet effet, comme il est pratiqué également dans les crématoriums concernant les éléments ayant résisté à l'incinération. La poudre en résultant est placée dans une urne et peut être remise aux proches, selon les normes américaines. Un système séduisant, car écologique. La liquéfaction émet moins de gaz à effet de serre que la crémation, de l'ordre d'un tiers en moins. Se rajoute à cela un prix moindre par rapport à un enterrement ou une crémation classique. Cependant, le reste du corps liquéfié est rejeté dans les égouts, ce qui provoque un débat houleux aussi bien de la part des institutions religieuses que de certaines associations. Elles voient dans cet acte un irrespect pour le défunt, car la majeure partie de l'ancien corps est traitée comme un simple déchet dont il faut se débarrasser. Plus étonnant, certaines indignations viennent de la part de l'industrie agroalimentaire. Celle-ci considère que le liquide jeté pourrait faire un excellent engrais, arguant que sa constitution, riche en nutriments, pourrait être un apport non négligeable pour l'agriculture, en termes de coûts notamment. Des déclarations qui, comme vous pouvez vous en douter, divisent. Car voir le corps liquéfié de papy ou de maman être versé dans un champ pour faire pousser des tomates ou autres a du mal à passer pour nombre de personnes. Si je vous parle de cette opposition entre représentants agricoles et religieux, ce n'est pas par hasard, car elle est au centre de ce qui est arrivé au cœur de notre ville. Du fait de la réduction de coûts de notre petite cité, ayant bien évolué depuis sa naissance, la liquéfaction funéraire intéressa fortement la mairie de Pitfall Town, qui décida d'enrichir la méthode de crémation traditionnelle par cette nouvelle technique, laissant malgré tout le choix aux familles de l'adopter ou non. Cependant, le matériel et la méthode d'utilisation étaient hors des compétences des pompes funèbres implantées dans la ville et, moyennant une compensation financière, cette dernière accepta de céder ses locaux à une nouvelle société qui, elle, avait toutes les dispositions nécessaires pour faire venir cette technique au sein de Pitfall Town. Quelques aménagements des locaux furent malgré tout nécessaires pour y introduire 2 caissons de liquéfaction. Au fil du temps, plusieurs familles eurent recours à cette méthode auprès des nouvelles pompes funèbres de la ville, sans savoir que les dirigeants de la société funéraire comptaient bien tirer profit de la manne financière que représentait le liquide résultant de la liquéfaction des défunts. Bien qu'officiellement, celui-ci était censé être déversé dans les égouts, comme il était de coutume partout ailleurs, la réalité était tout autre. La société avait installé le bâtiment dédié à la crémation derrière le magasin chargé d'accueillir les familles endeuillées, là où un employé se chargeait de leur faire remplir les documents liés à leur choix. Une proximité qui permettait de faire des économies d'espace et une facilité non négligeable pour les professions funéraires classiques. C'est-à-dire pour les familles choisissant l'enterrement, n'ayant ainsi pas besoin de se rendre dans un crématorium éloigné du magasin.
Mais le dirigeant de la société, Spring Werner, dont je vous ai parlé plus tôt, ne jetait pas le liquide constituant la majeure partie de ce qui avait été autrefois des corps. Étant un fils de fermier à l'origine, il a vite vu l'avantage qu'il pouvait tirer de la vente discrète du fameux liquide à des entreprises agricoles, voire des fermiers travaillant à leur compte et capables de payer l'engrais résultant des corps liquéfiés à l'insu de tous et surtout des familles. Se servant d'une société écran, il était à la tête d'une entreprise spécialisée dans la vente d'engrais maison, fabriqués selon des techniques familiales héritées de ses parents. Bien entendu, Agritech, le nom de cette entreprise, était officiellement géré par quelqu'un chargé de donner le change, personne n'ayant connaissance de l'identité du véritable président. Une filiale de cette entreprise avait été implantée peu de temps après le début des travaux, non loin de la maison funéraire acquise. Car Werner avait tout prévu dès le début, avant même de s'installer à Pitfalls Town. Il a été prouvé, après que ces actes eurent été découverts, que notre ville n'était pas son terrain d'essai. Il avait déjà usé des liquides de défunts pour la fabrication d'un engrais spécial au travers d'autres enseignes de sociétés de pompes funèbres dans des villes diverses. Ainsi, après la liquéfaction des corps, et pendant qu'un employé, courant de la combine, remettait l'urne contenant la poudre d'os, le liquide était recueilli dans des tonneaux qui étaient acheminés de nuit vers la filiale de son entreprise agricole. Celle-ci ayant les structures nécessaires pour fabriquer sur place le produit à destination des clients visés, les fermiers aux alentours de Pitfalls Town. Il ne fut pas difficile aux commerciaux d'Agritech de proposer avec succès le nouveau produit révolutionnaire auprès de ces fermiers. C'est à partir de là que le cauchemar a démarré. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Egon Trills. Je suis le bibliothécaire de la ville de Pitfalls Town. C'est grâce à mes connaissances, dues à mon métier, et le fait d'avoir à disposition une quantité importante de savoir au sein de ma bibliothèque que j'ai pu trouver les origines du Ghostmaker, celui qui allait être la cause des ravages de notre vie. Ce futur chaos s'est déroulé en plusieurs étapes. J'ai d'abord su, par le biais de mon ami Colin, médecin de notre cité, que ce qui apparaissait à ce dernier comme une forme de vague d'hystérie collective commençait à s'étendre de manière alarmante. Il avait reçu la visite de plusieurs patients angoissés, venus à son cabinet pour lui faire part de la visite de membres de leur famille, décédés depuis peu. Ces apparitions venaient la nuit, en règle générale. Mais il y avait des cas se déroulant aussi en journée, constatés par plusieurs personnes issues de la même famille et vivant dans la même maison, perturbant la tranquillité de celle-ci. Les premiers cas semblaient sans danger, les fantômes ne faisant que se montrer devant les fenêtres ou parfois à l'intérieur même de la maison, comme les chambres, le salon, la cuisine, dans des endroits où ils avaient l'habitude de se rendre de leur vivant. Pitfalls Town était une petite ville. Il n'était pas difficile de conclure à des hallucinations à effet boule de neige. Si une famille avait parlé à son entourage, indiquant avoir vu son grand-père décédé être venu la voir, l'influence aidant, d'autres ont pu interpréter des phénomènes naturels comme des apparitions. La douleur récente de la disparition d'un proche jouant sûrement pour beaucoup dans le phénomène en pleine expansion. Néanmoins, qu'il y en ait autant était curieux. D'autant que Colin connaissait personnellement un grand nombre de ses patients, autrement que par le biais de son cabinet, car étant un ami de ses familles où il lui arrivait fréquemment d'être invité à dîner. Il était absolument certain que parmi ceux-ci, la plupart avaient un esprit cartésien bien ancré. Ce n'était pas dans leur habitude de crier au loup, ou plutôt aux fantômes, dans ce cas précis. Malgré tout, comme dit plus tôt, ces premiers cas, bien que curieux et survenant toujours après un décès récent, ne semblaient pas montrer des auspices dangereux. Colin fournissait des antidépresseurs à ses victimes, ou bien les dirigeant vers des collègues plus à même de comprendre leurs angoisses et découvrir l'origine de ces prétendues apparitions. Cependant, le phénomène prit bientôt une ampleur plus inquiétante avec la mort de Rita Tulling. Rita était une jeune femme sans problème de santé connue, une éternelle célibataire, mais connue pour aimer enchaîner à la suite les partenaires sexuels sans qu'elle se focalise sur ceux et celles la considérant comme la traînée de la ville. Ce qui choquait surtout, c'était qu'elle avait un fils de 8 ans. Beaucoup s'inquiétaient des conséquences psychologiques qui pouvaient germer dans l'esprit du jeune garçon, voyant plusieurs papas venir au sein de la demeure familiale. À cause de cette vie dépravée, Rita est également adepte de la prise de drogue pour accentuer l'intensité des rapports sexuels avec ses divers amants. Quand son fils se rendit chez leur voisin, paniqué, demandant qu'on l'aide à réveiller sa maman qui était allongée sur le sol, une majorité de la population pensa à une overdose, ou quelque chose de similaire. Toutefois, l'autopsie ne révéla rien de tel. Rita était décédée d'une crise cardiaque, officiellement. Mais il fut constaté des traces d'ongles à la base du cou et sur les bras. Cependant, les légistes mirent cela sur le fait que Rita s'était peut-être auto-mutilée à cause de la surprise de la crise cardiaque. Des suppositions qui trouvèrent leur explication moins évidente du fait d'autres morts étranges qui suivirent, comportant des lésions curieuses constatées sur les corps. Des sortes de brûlures sur la peau, des lacérations profondes sur le dos ou sur le visage, du sang coulant des yeux, des oreilles ou du nez, quand ce n'était pas des blessures bien plus importantes.
Certains corps furent retrouvés éventrés, des doigts coupés, des gorges perforées, montrant des circonstances de mort toujours plus diverses et horribles. On pensait à des voleurs ayant été surpris par les propriétaires ou des actes de vengeance. Mais ça ne collait pas. Certaines morts visaient juste un membre d'une famille en particulier. Et avant même que puissent être mis en place les opérations pour préparer les funérailles, 2 ou 3 jours plus tard, une autre personne de la même famille a été retrouvée dans un état tout aussi terrible. De plus, il y avait le témoignage des autres membres familiaux parlant du fantôme du père mort quelques semaines auparavant. Celui-ci ayant été vu en train de tuer la victime sous leurs yeux affolés. D'autres cas parlaient de tentatives de chasser les fantômes pour sauver la cible. Cela se terminait invariablement par des blessures violentes, obligeant la personne à fuir pour ne pas mourir à son tour des mains de ce fantôme malveillant et ne comprenant pas pourquoi leur mort revenait sous forme spectrale pour les tuer. Avant leur décès, ces gens étaient des personnes adorables pour la plupart, n'ayant jamais eu de gestes déplacés ou agressifs. Pourquoi, en revenant sous forme de fantômes, se mettaient-ils à tuer leurs proches ? Comme cela se passait uniquement dans les maisons, l'hypothèse d'hallucination causée par le choc fut l'explication la plus plausible. Bien que ça n'expliquait pas pourquoi autant de personnes différentes appartenant à des familles diverses donnaient les mêmes témoignages terrifiés. Des déclarations évoquaient les fantômes de mère ou de fils revenus les hanter et cherchant à tuer sans raison. Il n'y avait aucune rancœur entre les membres de ces familles du temps de leur vivant. En supposant qu'on accepte le fait de la présence de fantômes, ce qui n'était pas la version officielle, ça n'avait pas de sens que ces esprits veuillent enlever la vie à leurs proches de manière aussi violente. Mais bientôt, une nouvelle phase se montra aux yeux de tous. Et cette fois, chacun dut se rendre à l'évidence que tout ce qui s'était passé auparavant était loin d'être le fait de divagations de cerveaux perturbés par la mort de leurs proches. Des fantômes étaient vus clairement dans les rues. On reconnaissait des cousins, des frères, des sœurs, des grands-parents, tous enveloppés dans une sorte de halo entre le bleu et le rouge, avec un regard noir et belliqueux. Ils ne s'en prenaient pas uniquement aux membres de leur famille, comme cela avait été le cas pour les agressions dans les maisons les jours précédents, mais à toute personne sur leur chemin, sans la moindre distinction. Hommes, femmes et enfants. Que ce soit des habitants de la ville ou des personnes de passage, dès lors qu'un fantôme se trouvait sur le passage de quelqu'un, ce dernier était sauvagement attaqué avec force, subissant des blessures mortelles. Le contact physique n'était pas réciproque. Si les fantômes pouvaient blesser et tuer, tous ceux et celles ayant tenté de se défendre voyaient leurs mains, leurs bras ou leurs jambes passer au travers de ces apparitions cauchemardesques. La ville sombrait dans le chaos et les premières images des attaques de ces fantômes, filmées par des témoins impuissants, firent le tour du web. Bien sûr, nombre d'habitués à voir des fakes sur les plateformes de partage de vidéos pensèrent qu'il s'agissait de montages savamment orchestrés par un cinéaste amateur très doué, étant manifestement à l'aise dans la création et la gestion d'effets spéciaux. Mais des lives de personnes intriguées par les premières vidéos, venues sur place pour constater par elles-mêmes, prouvèrent à travers les réseaux sociaux ou des sites spécialisés que la situation était bien celle montrée sur le web. Très vite, ces nouvelles vidéos circulaient en masse, devenant très vite virales. Pitfall Town devenait Ghost Town, un centre d'attraction pour les chaînes de télévision et les youtubeurs amateurs. Très souvent à leur risque et péril, car nombre de ces visiteurs subissaient eux aussi les attaques des fantômes. Cherchant à comprendre tout ça, Colin et moi étions parvenus à une constatation qui nous avait échappé de prime abord en parcourant les listes des décédés et le choix d'inhumation. Tous les fantômes avaient vu leur corps liquéfié selon le désir de leur famille. Nous avons parlé de ça à Steven, le chef de la police de la ville, complètement dépassé par les événements. Il devait gérer les imbéciles venus pour filmer Ghost Town et ce qui s'y passait, de manière à ce qu'ils ne soient pas les cibles des fantômes, tout en tentant d'assurer un semblant de sécurité aux habitants. Ce qui était pratiquement mission impossible, les fantômes traversant les murs et pouvant s'introduire n'importe où sans qu'on ne puisse rien y faire. En écoutant notre théorie sur le fait que les liquides résultant de la liquéfaction des corps, contrairement à ce qui avait été annoncé, n'étaient peut-être pas déversés dans les égouts, mais ailleurs, il lui devint évident, à lui aussi, qu'il s'agissait d'une explication plausible. Une explication folle, mais crédible. De toute façon, vu le spectacle qu'il avait sous les yeux, il était prêt à croire n'importe quoi, aussi fantastique et improbable que ça pouvait paraître. Ainsi, notre petit groupe se rendit à la maison funéraire, où on retrouva un Spring-Werner en train de faire ses valises et prêt à quitter la ville. Steven parvint à lui faire avouer ce qu'on soupçonnait, et il reconnut que la substance des liquéfiés était la base d'un engrais vendu aux fermiers des alentours de la ville. Immédiatement, Steven tenta d'appeler chacun des fermiers, mais il n'eut aucune réponse. Ce qui signifiait qu'il y avait de grandes chances que ceux-ci avaient été victimes des fantômes à leur tour. Malgré cette information qui donnait un semblant de réponse concernant la présence des fantômes, le reste liquéfié ayant été versé dans la terre des champs autour de la ville, ça n'expliquait pas tout. Cette méthode était déjà utilisée dans plusieurs États, et jamais il n'avait été fait mention de tels effets secondaires.
Il était peu probable que le fait d'avoir été versé en terre, au lieu des égouts, ces liquides de corps liquéfiés puissent être, à eux seuls, la résolution complète de l'horreur qui submergeait la ville. S'il y avait vraiment des conséquences du fait d'un quelconque agent de la liquéfaction, en ce cas, les égouts, voire la mer, qui était le point de sortie des canalisations souterraines, seraient remplis de fantômes également. Il devait y avoir un autre élément qui nous échappait, qui expliquait non seulement la présence des fantômes, mais aussi la violence et les meurtres au centre de leurs agissements. C'est alors que Colin m'a mis sur une piste. Comme il était à Pitfall Stone depuis plus longtemps que moi, il connaissait mieux que personne certains mythes et légendes affiliés à la région. Il me parlait d'un de ceux-là en particulier, celui du Ghostmaker, une entité capable de créer des fantômes à partir de restes figurant dans un lieu non sanctifié, même si ces restes étaient dans un état de décomposition extrêmement avancé. Il était capable de les contrôler et leur donner des directives juste par jeu. Désirant approfondir cette piste, j'indiquais qu'il faudrait qu'on se rende à la bibliothèque, mon lieu de travail, là où il serait sans doute plus aisé de trouver davantage d'infos sur le Ghostmaker et peut-être définir le moyen de mettre fin à toute cette folie. Steven préférait emmener Springburner hors de la ville afin qu'il réponde de ses actes devant un tribunal. S'il était tué, personne ne saurait rien de ce qui s'était passé. En tout cas, on ne pourrait pas prouver qu'il était en cause, et d'autres que lui pourraient utiliser les corps liquéfiés à des fins agricoles à leur tour, avec le même risque que cela puisse créer des fantômes par l'action de diverses entités, démons ou d'autres horreurs. Colin et moi approuvions et espérions que Steven serait fuir avec Spring pour que la vérité éclate au grand jour afin de mettre fin aux manigances de cette petite merde qui était la cause de tout. Pendant que les deux partaient, Colin et moi nous rendions à la bibliothèque, espérant trouver quelque chose d'utile pour arrêter le Ghostmaker et ses fantômes. Je crois qu'on n'a jamais couru aussi vite de notre vie. La peur au ventre, nos regards se portaient tout autour de nous, avec la crainte de voir un fantôme se diriger dans notre direction et nous attaquer. On a fait le trajet d'une traite, sans même un arrêt où que ce soit. Nous sommes finalement parvenus à la bibliothèque. Les infos trouvées sur cette créature ne nous permirent pas de mettre en place une parade pour faire cesser les scènes d'apocalypse se déroulant au dehors. Nous trouvions les origines de Ghostmaker, à savoir le fruit d'un sorcier ayant voulu créer un produit permettant de communiquer avec les morts et même les voir, brisant en quelque sorte les barrières invisibles séparant le monde des morts de celui des vivants. Cependant, ces travaux furent dénoncés par sa servante, racontant tout ce qu'elle savait aux habitants d'un village situé à quelques kilomètres de l'actuel Pitfall Stone. Il fut pourchassé et menacé d'être tué. Il parvint à échapper à ses poursuivants en se rendant dans un cimetière tabou. Ce dernier était connu comme étant le territoire de démons. Ceci à la suite d'une invocation perpétrée par un ancien habitant ayant voulu faire revenir son épouse décédée à la vie. Acculé par les démons y vivants, pensant trouver de l'aide de la part des fantômes des personnes décédées dans le cimetière, le sorcier but sa dette caution non finalisée. Il ignorait totalement si celle-ci fonctionnerait. En tout cas, il n'avait aucune idée des proportions dans lesquelles elle agirait. Cela ne lui fit pas voir les fantômes dans un premier temps, mais il acquit autre chose. Il ne savait pas encore quoi à ce moment, mais il sentait un pouvoir lui parcourir le corps. Un pouvoir qui fit reculer les démons présents, lui donnant l'occasion de s'enfuir. Il fut finalement rattrapé par les villageois qui le battirent à mort avant de jeter sa dépouille dans un bourbier. Du fait du pouvoir qu'il avait fait sien, il put revenir à la vie sous une forme différente et se réfugia dans les ruines d'une ancienne ferme, proche du lieu de sa résurrection. C'est là qu'il comprit son pouvoir en créant un fantôme à partir des restes enfouis d'un cadavre sous les ruines. Celui de l'ancien propriétaire de la ferme qui avait été enterré par son épouse avant que celle-ci abandonne les lieux. Dès lors, il s'autoproclama le Ghostmaker. Il décida de se venger des villageois l'ayant tué en fabriquant des fantômes à partir des restes enfouis des animaux qui se trouvaient tout autour du village. Toute la population de ce dernier fut anéantie sous les attaques des animaux fantômes. C'est ainsi que la légende du Ghostmaker naquit. Malgré ces informations capitales, il n'y avait rien indiquant comment faire revenir à leur état premier les fantômes créés par le Ghostmaker, comme il n'y avait aucune précision sur la méthode à utiliser permettant de détruire cette entité. Colin et moi, on passait des heures à éplucher tout ce qu'on pouvait trouver, mais enfin, rien n'indiquait comment le détruire. En tout cas, personne ne savait comment faire. Les livres à disposition ne nous apportaient aucune solution. On ne pouvait donc pas changer la situation. On savait en revanche que les fantômes créés par le Ghostmaker ne pouvaient pas quitter le territoire où ils étaient nés, et ce, dans un rayon de 3 km. Colin trouvait quand même, à force de recherche, un élément intéressant. Rien de plus sur la manière d'éliminer le Ghostmaker. En revanche, il y avait une piste pour endiguer la menace des fantômes. Dans le livre trouvé par Colin, il était dit que si les fantômes n'avaient plus de proie à tuer, du fait des manipulations du Ghostmaker, ils se résorberaient petit à petit avant de s'enfoncer dans le sol, les plongeant dans une forme de sommeil. On ne pouvait pas les détruire une fois créés, mais cette phase d'endormissement était malgré tout une échappatoire. Toutefois, pour arriver à ce résultat, il fallait convaincre des personnes influentes de faire de Pitfall Stone et les 3 km de territoire autour un no man's land où il serait interdit de pénétrer.
Ceci afin de ne pas nourrir, en quelque sorte, les fantômes présents. Tout heureux de notre découverte, bien que cela supposait des contraintes hautement difficiles à faire admettre à des politiciens, on prenait avec nous les livres parlant du Ghostmaker et du moyen de faire dormir les fantômes, puis on sortait. La ville était dans un chaos inimaginable. Des cadavres jonchaient les rues par dizaines. Cependant, on ne voyait plus de caméras de télévision ou quoi que ce soit de similaire. Apparemment, les journalistes et les curieux de tous bords, dont certains plus ou moins invités par notre maire car voyant eux des garanties de publicité et de revenus à la ville, s'étaient finalement rendus compte de la dangerosité extrême des lieux. Ce qui était un bon point. Si plus personne n'osait s'approcher de Pitfallstown et ses alentours, à cause du danger que représentaient les fantômes présents, ça pourrait régler le problème. Vu qu'une fois tout le monde tué, les fantômes n'auraient plus de source de vie. Sans ces nouvelles sources, ils s'endormeraient dans le sol, comme indiqué dans les livres. Mais pour délivrer cette info, on devait quitter la ville. Je ne sais pas comment nous avons réussi à sortir vivants de cet enfer. Disons qu'on doit sans doute dire merci aux téméraires moins intelligents que les journalistes ayant évacué les lieux, servant d'occupation aux fantômes. Grâce à eux et leur sacrifice involontaire, ou leur relative stupidité, Colin et moi sommes parvenus à fournir les infos récoltées. Avec le temps, les politiciens, témoins par les images de la réalité des fantômes de Pitfallstown, ont fait ériger des barrières autour de la périphérie de la ville, y compris le port, la plage et une partie de la mer. Cette dernière étant délimitée par des bouées et des grillages flottants. Par la suite, les barrières devinrent des murs et la mer se para des mêmes types de structures. Tout le contour de Pitfallstown devenait une forteresse. Plus personne ne pouvait pénétrer dans cette zone. Tout contrevenant, surpris à tenter de franchir les murs pour filmer quoi que ce soit, était passible d'emprisonnement ou d'interdiction de posséder du matériel pour filmer, doublé d'un bannissement à vie des plateformes de partage de vidéos. Une sanction dure et extrême, qui, jusqu'à présent, a été suffisamment dissuasive pour empêcher que des petits malins prennent le risque de passer outre. En voyant les murs de l'extérieur, on a l'impression d'être au milieu d'un film de SF, tellement on se croirait en plein cœur d'un cadre post-apocalyptique. Il y a des dizaines de caméras sur les murs. Ainsi, impossible qu'un curieux ou un idiot puisse s'approcher sans être vu. Un centre de surveillance a été implanté au-delà de la zone des 3 km de sécurité afin de veiller à ce que d'éventuels mouvements des fantômes soient détectés. La construction des murs elle-même, qui se situe dans la même zone sécuritaire, a été l'objet d'un stress immense de la part des ouvriers attelés au chantier. Des drones sont envoyés régulièrement au-delà des murailles, toujours dans un souci de surveillance. Personne n'a jamais vu le Ghostmaker. On ne sait même pas s'il existe réellement ou si toute cette affaire de fantômes a une autre signification que cette entité. Mais je pense que personne ne prendra le risque de chercher à savoir si les fantômes sont actifs par leur seule volonté ou s'ils sont manipulés par autre chose que le Ghostmaker. Pour l'instant, tout le monde s'en tient à cette version, cette explication, car c'est la moins fantastique. Néanmoins, il y a toujours le risque qu'on se soit trompé sur l'origine des actions des fantômes et que le Ghostmaker n'est pour rien dans tout ça. Un risque de voir les fantômes de Pitfallstown décider qu'il était temps de sortir de leur léthargie en franchissant la limite de la zone de sécurité. J'espère juste ne plus être là si ça arrive. Après ça, les crémations sous forme de liquéfaction ont été rigoureusement interdites, toujours dans un souci de sécurité. Tout État, toute ville y ayant recours, pour quelque raison que ce soit, encourt de graves sanctions. Et les responsables peuvent rejoindre Spring Werner entre 4 murs. Voilà. Vous savez pourquoi il y a un mur en Californie à quelques kilomètres de Santa Barbara. Vous savez pourquoi une ville entière a été condamnée. Pourquoi il y a un centre militaire à proximité avec des rondes régulières de soldats veillant à ce que personne n'approche de la zone. Car nul ne veut plus revivre la terreur d'une attaque de fantômes. Il y a malgré tout un côté positif à cette histoire. On sait désormais qu'il y a un au-delà, que les fantômes existent et qu'ils peuvent parfois être dangereux. Le regard qu'avaient les scientifiques par suite de cette révélation concernant ceux et celles qu'ils indiquaient comme étant des illuminés car ne pouvant apporter de preuves à leurs élucubrations a nettement changé. Ils ont été témoins que le surnaturel est bien réel. Il est autour de nous. Il fait partie de notre quotidien. Il a fallu des centaines de morts pour le prouver, ainsi que des images irréfutables circulant toujours encore aujourd'hui sur le net pour le démontrer, sans oublier la condamnation d'une ville. Mais maintenant, à chaque fois que quelqu'un dit qu'il a vu un fantôme, tout le monde le prend en sérieux. Une véritable enquête suit, minutieuse, pour vérifier que ce fantôme ne présente pas de danger potentiel. Pour toujours, et à jamais, Pitfallstown et les événements qui ont eu lieu ont changé tout ce qu'on pensait savoir sur la vie après la mort. L'histoire traitée ici se fonde sur quelque chose de bien réel et pratiqué par des pompes funèbres de plus en plus outre-Atlantique. Ça l'est un peu moins en Europe, mais le phénomène commence à prendre de plus en plus d'ampleur depuis quelques années. Le problème de la conservation des morts est quelque chose qui inquiète régulièrement les communes, voyant l'espace alloué au cimetière se restreindre pour accueillir les corps des nouveaux décédés. Même avec le système des concessions limitées sur un certain nombre d'années, certaines villes, plus soumises à des morts récurrentes chaque jour, le manque de place pour accueillir de nouveaux corps est devenu un sujet préoccupant.
Certes, les crémations, de plus en plus devenues une normalité car moins onéreuse qu'un enterrement classique, offrent de gagner de la place dans ces cimetières, mais ça ne suffit pas toujours. Du coup, de nouvelles formes de traitement des morts sont apparues afin de permettre une meilleure gestion des lieux d'enterrement. C'est ainsi qu'une vieille technique qui était tombée dans l'oubli a ressurgi et présentant de nombreux avantages. De plus en plus de pompes funèbres proposant ce choix aux familles dans un souci de gagner des places dans les cimetières. Bien évidemment, elle ne présente pas les choses de cette manière, vous vous en doutez bien, présentant d'autres visions de l'opération aux familles endeuillées. Mais c'est vraiment dans ce souci de préserver des places amusants que cette technique est proposée. Une technique controversée, comme cela indiqué dans l'histoire que vous venez de suivre, et qui fait appel aussi bien à l'éthique qu'à la morale, vu que la majorité des corps dissous par cette méthode finit dans les égouts. Ce qui n'est pas du goût de l'Église pour des raisons évidentes. Bon, on n'en est pas encore au stade où les défunts, pas vraiment heureux de leur sort, en viennent à se révolter contre ceux et celles ayant décidé de cette méthode pour leurs derniers jours, comme dans cette histoire, mais qui sait. Avec le surnaturel, on n'est jamais sûr de rien. Peut-être que l'on n'est pas à l'abri d'une attaque de fantômes dans l'avenir, à force d'user de cette technique bien peu respectueuse de nos défunts. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette manière de faire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.